Ravi de vous retrouver ce vendredi 25 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Pour les auditeurs de la radio Electron FM, retrouvez-nous sur la fréquence 89.1. Le journal, c'est dans un instant. La politique s'impose à l'entame de cette édition. Le nouveau président de la Cour d'appel de N'Djamena, Boukar Sidiki Abakar, et le procureur général Louabambe Maoulou Bruno ont été installés. C'était ce matin dans leur nouvelle fonction. La cérémonie d'installation a eu lieu au Palais de la Justice. C'était en présence des autorités judiciaires et autres invités de marque. On fait le point avec Diana Nepidimbaye. La salle d'audience du Palais de justice est pleine à craquer ce vendredi 25 juillet. C'est la cérémonie d'installation de deux personnalités de la Cour, nommées par le décret numéro 1489/PR/CSM/2025 du 21 juillet 2025. Boukar Sidiki Abakar et Louabambe Maouli Bruno, respectivement président de la Cour d'appel et procureur général, sont installés officiellement dans leurs fonctions. Après avoir ouvert l'audience, le greffier en chef de la Cour suprême a fait la lecture de l'acte de nomination des nouveaux membres de la Cour. L'ancien procureur général près la Cour d'appel de N'Djamena, Mahamat El Hadj Abanana, quant à lui, dans sa lecture de réquisition, interpelle les nouveaux chefs de la Cour à redonner la santé à la justice tchadienne, tant décriée par la population. Notre justice est décriée à tort ou à raison. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle a besoin d'une thérapie de choc. Sinon, ces jours sont comptés. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur général, les hautes autorités vous ont fait appel en tant que médecins expérimentés pour soigner cette justice mourante. Vos collègues magistrats, les greffiers, les avocats, les juges, les notaires, les officiers de police judiciaire, les justiciables, tous on sort de la justice et rien que de la justice. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur général, j'ai bon espoir que le blason sera redoré et que la confiance puisse renaître. Au sortir de la cérémonie, le nouveau président de la Cour d'appel de N'Djamena, Boukar Sidiki Abakar, et le procureur général Louabambe Maouli Bruno livrent leurs impressions. La justice étant une maison à plusieurs étages, j'ai eu à commencer dès la base comme greffier, comme huissier, comme juge de paix. J'ai caressé un peu toutes les branches de cette justice-là. Et aujourd'hui, mes impressions sont les impressions d'un homme complet. Le congrès général des magistrats, il y avait eu des recommandations qui ont été faites et nous ne faisons que chercher à les appliquer. Le moment venu, on le fera. Je remercie le Conseil supérieur de la magistrature qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne dans la construction d'une bonne justice. C'est ceux qui disent que la justice ne marche pas là. C'est eux qui veulent ici mettre le magistrat en difficulté. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Les deux figures majeures de la justice tchadienne prennent la règne de la dite institution dans un contexte où la population redoute de la transparence dans le traitement des dossiers des justiciables. Cependant, avec ce changement profond en son sein, la justice tchadienne aura-t-elle à changer son image et à reconquérir la confiance de la population? Les jours et les mois à venir seront édifiants. Nepidimbaye Diana, merci. D'une installation à une autre, le procureur de la République Moustapha Nguemaji a été installé officiellement par le président de la Cour d'appel, Hissène Margani Saleh. La cérémonie a eu lieu au Palais de justice de l'Aï. Des précisions avec notre correspondant depuis l'Aï, Labara Midim. C'est par la lecture du décret de nomination faite par le greffier en chef Haroun Ngandolo Diogo Bara que cette cérémonie d'installation du nouveau procureur a commencé. Faisant la réquisition, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'Aï, Hissène Barkay, a profité de l'occasion pour énumérer les prérogatives du nouveau procureur. Votre fonction exige de vous la probité et la rigueur pour mériter la confiance placée en votre modeste personne par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez veiller au maintien de l'ordre public en collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires. En votre qualité de représentant de la société civile, je vous exhorte de lutter efficacement contre le voleur de bétail, le coupeur de route et autres délinquants qui mettent à mal les paisibles citoyens.
Prenant acte de la lecture du greffier en chef ainsi que de la réquisition du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance de l'Aï, Hissène Margani Saleh, a installé le nouveau procureur et l'a renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Une photo de famille a mis un terme à la cérémonie. Après 10 ans de procès suite au massacre des Tchadiens en Centrafrique, la CPI, Cour pénale internationale, a rendu le verdict hier en faveur des réfugiés centrafricains et les ressortissants tchadiens. Interrogé à ce sujet, le coordonnateur national de Cassido, point focal de la CPI, exprime sa satisfaction tout en remerciant les collectifs d'avocats. La nouvelle procédure est celle de préparation des dommages et intérêts afin d'obtenir gain de cause. Ces propos sont recueillis et proposés par Nathalie Krimba. Hier, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a rendu le verdict sur l'affaire Yekatom Ngaïsona concernant les victimes de la guerre en RCA, que sont les retournés tchadiens et également les réfugiés centrafricains au Tchad. Le verdict est tombé et c'est pour les victimes une fierté. Pour les victimes, la justice a été dite contre l'impunité. Pour les victimes depuis hier, franchement, elles ont bien passé la nuit dans la mesure où elles attendent seulement que cette occasion, vu les souffrances endurées par ces victimes depuis 2014, depuis cette guerre atroce de la RCA. On n'attendait pas cela, mais nous avons tenté en 2015 de déposer cette plainte-là, et lors de l'audience de confirmation des charges, nos doléances ont été prises au niveau également de la Cour. Des avocats de la CPI ont été commis auprès de nos victimes ici. Aujourd'hui, la première phase est déjà dite, c'est-à-dire la condamnation ferme pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il y aura des avocats commis par la Cour pénale internationale et une mission de la CPI qui va séjourner ici à N'Djamena, ici au Tchad, prendre contact avec les victimes, échanger avec les victimes sur les modalités de la réparation. Et c'est à partir de cette nouvelle procédure-là que la Cour pénale internationale, avec une autre chambre qui va siéger maintenant, qui va condamner également les auteurs et décider également de quel genre de réparation que faut-il faire pour les victimes. Mais c'est déjà une grande victoire et déjà nous sommes prêts avec les victimes pour accueillir la prochaine mission de la Cour pénale internationale. Politique, puisqu'on en parle, restons-y pour dire que le séminaire national sur la décentralisation qui a débuté le 21 juillet 2025 a pris fin ce 25 juillet au ministère des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger. Durant 5 jours, des cadres se sont penchés sur le devenir de l'administration publique fortement décentralisée avec pour ambition de faire de la décentralisation un besoin réel répondant aux préoccupations des populations. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mohamed, se réjouit des résultats probants. Ces propos sont recueillis et proposés par Majloum Alphonsine. Au terme de ce séminaire unique en son genre dans notre pays, qu'il me soit permis de rendre un hommage appuyé, empreint de respect et de reconnaissance au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, véritable artisan de la décentralisation au Tchad, qui n'a ménagé aucun effort, ni institutionnel, ni politique, pour faire de la décentralisation une priorité nationale et un levier stratégique de gouvernance locale. Votre engagement personnel assumé, Monsieur le Président, est un gage d'espoir et de réconfort, mais aussi et surtout
une source d'inspiration pour tous les acteurs de la décentralisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, engagé dans un climat d'incompréhension et d'ignorance au sujet des rôles respectifs des principaux acteurs de la décentralisation, pour ne pas dire de méfiance mutuelle entre les élus locaux et les représentants de l'État, le séminaire national sur la décentralisation s'achève sur une note de satisfaction. C'est l'occasion pour moi de féliciter très chaleureusement les séminaristes pour leur assiduité et abnégation aux travaux, ainsi que pour le déroulement serein de la densité du programme, la pertinence des thèmes de discussion et la qualité des interventions lors des présentations, ayant permis de convenir des recommandations consensuelles formulées à l'endroit des pouvoirs publics. Durant 5 jours, en effet, les séminaristes ont eu l'opportunité d'échanger en profondeur sur les fondements, les enjeux, les défis et les perspectives de la décentralisation dans notre pays. Les réflexions menées en commun, les contributions de qualité des uns et des autres témoignent de la richesse de ce séminaire et de la volonté commune d'inscrire la décentralisation au cœur de l'action publique. Les 7 thématiques qui ont été abordées au cours de ce séminaire ont permis de poser les bases d'une réflexion cohérente et intégrée. Elles ont ouvert l'ensemble des dimensions clés de la décentralisation. Pour preuve, le cadre juridique et institutionnel a fait l'objet d'un examen rigoureux et responsable de l'ensemble des participants, et des propositions concrètes ont été formulées subséquemment en vue de renforcer la clarté et la cohérence du dispositif normatif encadrant la décentralisation. Autre volet de l'actualité, le promoteur de Old Dram Investment Programme de l'City Sigoum Dibamba, phase 1 du projet intégré, a présidé ce 24 juillet une réunion. C'était au cabinet du Premier ministre chef du gouvernement camerounais à Yaoundé au Cameroun. Il s'agit d'une réunion préparatoire à la signature de la tripartite recommandée par la Banque des États de l'Afrique centrale. Mingamadji Biram Christian nous en parle. C'est à la suite de la très haute instruction du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, que le promoteur de World Dream Investment Programme WDI de la City Sigoum Dibamba, phase 1 du projet intégré et vice-président du comité interministériel stratégique, Mosso Junior Abraham, a présidé ce 24 juillet une réunion. Il s'agit d'une réunion préparatoire à la signature de la tripartite recommandée par la Banque des États de l'Afrique centrale et concernant la mobilisation de 10,7 milliards de dollars américains par un droit de tirage privilégié accordé. C'était au cabinet du Premier ministre chef du gouvernement à Yaoundé au Cameroun. Une soixantaine de partenaires représentant plusieurs dizaines d'administrations et des pays amis du Cameroun ont honoré de leur présence à ce rendez-vous riche en partage avec un avenir prometteur. Cette réunion préparatoire vise à présenter aussi de manière consolidée le niveau de maturité du projet de la City phase 1, le cadre global du World Dream Investment Programme, ses priorités, son montage financier, les différents certificats internationaux et ses mécanismes, la liste non exhaustive actualisée des partenaires techniques et financiers mobilisés pour le programme d'investissement du projet de la City et des projets intégrés, ainsi que l'accord de principe déjà initié par l'API relatif à l'exonération des droits d'enregistrement de l'accord d'investissement entre Impex Trading Sarl et les bailleurs de fonds, la finalisation et la signature du protocole d'accord tripartite recommandé par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. En rappel, le projet de la City est initié dans le but de décongestionner. En société, les voyages en mini-ulix non couverts, notamment au Tchad, représentent un choix populaire pour les voyageurs en raison de leur fiabilité et de leur capacité à affronter divers terrains. Cependant, ces voyages en minibus comportent des risques, notamment en termes de sécurité routière, de santé publique, ainsi que le non-respect du code de la route. Rano Sonia nous en dit un peu plus avec le récit de Diana Nepidibaï. Voyager dans un minibus non couvert au Tchad, bien que peu courant,
peut offrir une expérience unique et parfois plus pratique dans certaines situations. En effet, le Tchad avec son climat chaud et sec est également exposé à des intempéries, rendant le voyage dans des minibus ouverts très inconfortable, voire dangereux. Dans un pays où la sécurité est préoccupante, voyager dans un véhicule ouvert peut accentuer les risques et les inconvénients liés à la sécurité et au confort. Les minibus non couverts offrent peu de protection en cas d'accident et les passagers sont exposés aux intempéries et à la poussière. Il est donc recommandé de peser soigneusement les avantages et les inconvénients avant de choisir ce mode de transport. La question de l'interdiction des minibus non couverts est un sujet complexe qui nécessite une approche globale prenant en compte les aspects liés à la sécurité, à la santé et aux infrastructures de transport. Bien que le gouvernement tchadien n'ait pas encore pris de décision officielle concernant l'interdiction des voyages dans des minibus non couverts, il est probable qu'une solution soit prise pour minimiser les risques liés aux conditions de transport. Compte tenu de ces risques, il est de mettre en place des normes de sécurité plus strictes pour les transports en commun. Au Tchad, la protection de l'environnement s'impose comme une priorité face au changement climatique. La désertification bat son plein. Dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, les défis prennent une proportion inquiétante. Une question cruciale se pose: comment inverser la tendance et garantir la survie de cet environnement? Pour plus de précisions, suivez le reportage de Vunba Kiaobi. Le processus d'avancée du désert, alimenté par la déforestation, le surpâturage et les techniques agricoles non durables, constitue aujourd'hui une menace directe à la stabilité écologique du Tchad. Dans le Mayo-Kébi-Ouest, la surexploitation de forêts à des fins domestiques, notamment pour le bois de chauffe, ainsi que la pression agricole, contribue à une érosion rapide des écosystèmes locaux, à la disparition d'espèces animales et végétales et à une vulnérabilité accrue de communautés. Les populations rurales, étroitement dépendantes des ressources naturelles, subissent de plein fouet les conséquences de cette détérioration. Leur sécurité alimentaire, leur accès à l'eau et leur qualité de vie sont chaque jour davantage compromis. Face à cette situation, il devient impératif de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et humaines pour assurer une gestion durable et concertée de l'environnement. Le maire de la commune de Pala, Armi Jonas, appelle ses administrés à s'impliquer activement dans cette dynamique. Regardez un peu la ville de loin, un peu en altitude. Vous allez constater qu'il y a plus d'arbres en ville qu'en campagne en ce moment. C'est la preuve que ici on plante des arbres, on les entretient. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Et en tant que commune, nous voulons encourager chaque citoyen à planter des arbres. Et les menaces sur les ressources naturelles en général sont grandissantes. Et nous devons être dans une attitude de sauvegarde, dans une attitude d'action en faveur de la protection. Et donc, si vous faites un tour à travers la ville, vous allez remarquer que devant les maisons, il y a beaucoup d'arbres qui sont plantés. Il y a des reboisements qui sont observables. L'éducation environnementale et la sensibilisation communautaire sont les leviers essentiels pour bâtir une conscience écologique forte, encourager l'adoption de comportements durables, promouvoir la réforestation, préserver les cours d'eau et lutter contre le feu de brousse sont autant d'actions concrètes à entreprendre. Un objectif commun: préserver ce qui reste, restaurer ce qui a été perdu et bâtir un avenir harmonieux avec la nature.
Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a dans un communiqué annoncé que l'épidémie de choléra fait son apparition dans le camp de réfugiés de Dougui, situé dans le district sanitaire dans la sous-préfecture de Chokoyang, département de Ouara, province du Ouaddaï. Le ministère a fait état de 42 cas suspects dont 4 décès ont été enregistrés. Joséphine Nabi nous en dit un peu plus. Dans les camps des réfugiés de Douki, situés dans le district sanitaire de Chokoyan, département de Ouara, province de Ouaddaï, à cette date, 42 cas suspects, dont 4 décès ont été enregistrés. La présence de fibrocholéra, agent responsable du choléra, a été confirmée sur 2 échantillons prélevés et acheminés à N'Djamena pour analyse. Pour rappel, le choléra est une infection intestinale aiguë causée par la bactérie Vibrio choléra. Cette épidémie est considérée comme une menace mondiale pour la santé publique, surtout dans les contextes de crise humanitaire, de déplacement de population ou de catastrophes naturelles. Le choléra se manifeste de manière soudaine et intense par une diarrhée aqueuse massive, souvent sans fièvre, présentant un aspect blanchâtre semblable à de l'eau de riz, ainsi que par des vomissements fréquents qui peuvent survenir parmi tant d'autres symptômes. Face à cette épidémie, le ministre de la Santé publique et de la Prévention a présidé ce vendredi 25 juillet 2025 une réunion semi-virtuelle d'urgence sanitaire réunissant les experts du secteur afin d'évaluer la situation et de coordonner les réponses face aux cas notifiés. Les délégués provinciaux de la santé publique présents à la réunion ont rassuré sur les efforts entrepris dans leurs zones respectives. Le ministre invite la population à observer scrupuleusement les mesures de prévention suivantes. Ne pas toucher les corps suspects sans assistance du personnel de santé. Limiter les rassemblements sociaux tels que les cérémonies de mariage, de funérailles ou d'événements de masse. Respecter rigoureusement les règles d'hygiène. Précisément, lavage fréquent des mains et consommation exclusive d'eau potable. Laver soigneusement les fruits et les légumes avant consommation. Signaler immédiatement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Le ministre de la Santé exhorte la population à une mobilisation collective pour protéger la santé publique et éviter la propagation de la maladie. La pétanque, appelée aussi sport de précision, est une discipline sportive bien ancrée au Tchad, mais pratiquée le plus souvent de manière informelle. À Koumbra, chef-lieu de la province du Mandoul, la Ligue provinciale organise des répétitions chaque après-midi, non seulement pour se divertir, mais pour participer à des compétitions régionales comme nationales. Migamati Begam Christian est au reportage. Amateurs ou professionnels, travailleurs, autorités ou chômeurs, ils se donnent chaque jour rendez-vous dans l'après-midi devant ce centre culturel pour jouer à la pétanque, leur loisir favori. Appelée aussi sport de précision, la pétanque est une discipline sportive peu connue mais appréciée à sa juste valeur dans le Mandoul. Les gens ne connaissaient pas beaucoup dans le Mandoul. Mais du moment où on a organisé une compétition régionale, ça a regroupé notre province. C'est comme ça que ça commence à attirer les gens et vous voyez les gens commencent à venir et apprécier la pétanque. Tu vois, ça réunit les gens, hein, ça donne, on dit le jeu c'est l'amitié. Par rapport au jeu, quelqu'un peut être à Bangor, à Kélo, on peut tisser des relations. Et ici même, ça nous permet d'être à chaque fois ensemble. Et ça nous permet de connaître. Mais les autorités viennent ici, hein. C'est pas seulement les gens que vous les voyez. Ils sont non seulement des passionnés, mais appartiennent aussi à la Ligue provinciale de pétanque du Mandoul. Ils s'organisent en équipe et participent aussi à des compétitions tant sur le plan provincial que national. Récemment, on vient de passer là. Tel que nous, la fois passée, nous sommes allés à Mondou, à Pala, même à Kélo. Donc si Mandoul arrive à sortir ou bien à présenter une bonne équipe, il peut aller. Pour livrer un match de belle facture, les joueurs de pétanque se préparent activement. Donc ça, vous voyez là, les gens s'organisent pour peut-être d'un moment à l'autre. Parce que les gens viennent jouer avec nous. Demain après-demain, on va sortir aussi jouer avec les autres. Donc on a été préparé un match. Tous portent un rêve en eux et laissent parler leur cœur. C'est une ligue provinciale. Si la ligue nationale peut
pensé à nous par rapport à ce côté technique-là et avec les matériels. Ça nous fera vraiment plaisir parce que avec des moyens de bord, le jour où, par exemple, on arrive à accéder à une compétition internationale, je crois que les uns et les autres seront un peu dépaysés. Même le président national était ici de passage. Il a mis des choses en compétition plusieurs fois, donc ça a attiré. Donc notre souhait que le ministère accompagne toute l'autorité dans ce domaine. C'est d'abord d'avoir les boules, les places, c'est-à-dire avoir une bonne place pour accueillir assez de gens. Au nom du pétanque provincial, si le ministère peut venir en aide, parce que c'est un jeu de 3 ans d'âge qui n'a pas besoin assez de jeunes. Donc si les gens peuvent venir en matériel, en moyens financiers, je peux dire. La Ligue provinciale de pétanque de Koumra, reconnue il y a peu, est composée de 4 équipes locales qui cherchent à faire parler d'elles au niveau national et international dans les jours à venir. Au-delà de nos frontières, au Cameroun, un nouveau rebondissement concernant l'éternel feuilleton autour des lions rédomptables. Le sélectionneur Marc Brice aurait présenté mercredi dernier sa démission avant de démentir quelques heures plus tard. Un épisode de plus que vient de rajouter de la confusion alors que la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports sont toujours en désaccord au sujet de la gestion de la sélection camerounaise. Chanel Allo nous fait le point. Coup de théâtre à Yaoundé mercredi dernier, la Fédération camerounaise de football a publié un communiqué affirmant avoir reçu la lettre de démission par un courrier recommandé de Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables. Le document, daté du 21 juillet, est adressé au ministère des Sports et évoque 2 mois de salaire impayé. Une enveloppe portant son nom ainsi que celui de Samuel Eto'o circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Cette lettre sème la confusion. 2 heures plus tard, dans un nouveau courrier signé de sa main, Marc Brice dément que sa messagerie aurait été piratée et le document ne viendrait pas de lui. Pourtant, une source interne de la Fédération camerounaise de football affirme que la démission est réelle et a été reçue par un courrier recommandé. L'instance envisagerait même désigner un entraîneur pour préparer la prochaine fenêtre FIFA. Le ministre des Sports lui dénonce une manipulation grossière. Il rassure que les salaires de l'entraîneur ont été intégralement réglés depuis le 18 juillet. Mais selon plusieurs concordantes, ce paiement aurait été effectué qu'après la réception de la lettre de démission. Alors, démission ou pas, une chose est sûre, Marc Brice a connu 2 mois sans salaire. Et même s'il n'a pas officiellement claqué la porte, l'hypothèse d'un départ envisagé n'est pas à exclure. Une éventualité prise très au sérieux dans les plus hautes sphères de l'État à quelques mois de la présidentielle, car au Cameroun, les indomptables ne sont pas une équipe de football, ce sont un symbole national. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs internautes de la chaîne citoyenne, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes. Au revoir et à demain. Electron TV, la vision du futur.